Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du FLE, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Ce tutoriel présente la méthode verbotonale appliquée aux langues étrangères. Je vais suivre un plan en deux parties. Dans un premier temps, je vais revenir sur les origines de la méthode. Nous allons voir comment elle s'est construite au cours des années 50. Ceci permet de mieux comprendre certains points forts de la méthode verbotonale qui en constituent les fondements. Ces fondements seront rappelés dans la deuxième partie du tutoriel. C'est le professeur Petar Guberina qui est à l'origine de la méthode verbotonale. Il est professeur de français à l'université de Zagreb, en Yougoslavie, et il est également le directeur du laboratoire de phonétique de cette institution. Dès les débuts, Guberina travaille avec deux sortes de publics. D'une part, ces étudiants yougoslaves apprenant le français. Et Guberina est frappé par le caractère systématique des erreurs phonétiques qu'ils commettent. D'autre part, Guberina est invité par le gouvernement yougoslave à venir en aide à ce que l'on appelait à l'époque les durs d'oreille, c'est-à-dire des personnes souffrant de troubles plus ou moins graves de l'audition, et une grande partie de la population avait des problèmes d'audition à cette époque. Ceci était dû au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est demandé à Guberina et à son équipe de tenter de trouver des solutions afin d'améliorer l'audition de la plupart des gens pouvant encore être récupérés sur le plan auditif. Guberina insiste sur le fait que la genèse de la méthode verbotonale est due aux travaux et aux expérimentations qu'il mène à partir de ces deux types de publics. Guberina a largement recours à l'audiométrie. L'audiométrie est une méthode universelle d'examen afin de mesurer l'audition. Pour cela, on utilise un appareil appelé audiomètre. Vous en avez un à l'écran. Bien entendu, celui que vous voyez est un audiomètre actuel, rien à voir avec les outils dont Guberina disposait à l'époque. L'audiométrie peut être réalisée par deux moyens, la conduction aérienne et la conduction osseuse. Nous allons voir quelles sont les techniques et les objectifs de chacun de ces examens. En conduction aérienne, le sujet porte un casque sur la tête et chaque oreille est testée séparément. La conduction aérienne, ce sont des conditions dites physiologiques, à savoir que le son est d'abord traité par l'oreille externe et ensuite par l'oreille moyenne. L'intérêt de la conduction aérienne, c'est qu'elle permet d'objectiver notre audition dans des conditions naturelles. C'est un simple test perceptif, c'est-à-dire que pour chaque oreille, on obtient le seuil minima d'audition. Si jamais tout va bien au niveau de la conduction aérienne, il est inutile de passer à la conduction osseuse. Par contre, si les résultats de ce test perceptif montrent que les deux oreilles, ou bien l'une des deux oreilles, a véritablement un problème, le test complémentaire par conduction osseuse s'avère nécessaire. En conduction osseuse, on utilise un petit appareil que l'on appelle un vibrateur. Le vibrateur est appliqué juste derrière le pavillon de l'oreille sur cette partie dure, cette partie osseuse qui s'appelle la mastoïde. Donc, en conduction osseuse, le stimulus vibratoire est directement appliqué sur la boîte crânienne, il se propage dans l'os, et ainsi il atteint la cochlée sans passer par l'appareil de transmission. La conduction osseuse court-circuite l'action de l'oreille interne et de l'oreille moyenne. Et ce test donne une idée des possibilités de l'oreille interne, du nerf et des centres cérébraux auditifs. Le test par conduction osseuse mesure quantitativement l'audition et donne également des renseignements sur l'intelligibilité. On utilise deux méthodes pour effectuer ces tests. L'audiométrie tonale. En audiométrie tonale, on envoie à chaque oreille du sujet un son pur, c'est-à-dire un son qui est fabriqué par la machine
Et le son pur est envoyé à une fréquence prédéfinie. Il y a 8 fréquences prédéfinies, si mes souvenirs sont exacts. Et le son est proposé à différentes intensités. Lorsque le sujet entend le son, il lui suffit de lever la main. En ce qui concerne l'audiométrie vocale, on lit au sujet des listes de mots. Ce sont des listes de mots monosyllabiques, bisyllabiques. On peut aussi avoir recours à des logatums, c'est-à-dire à des syllabes sans signification. Ces listes sont phonétiquement calibrées. Ça veut dire qu'elles tiennent compte de la fréquence d'apparition des phonèmes en français oral, par exemple, s'il s'agit du français oral. Et il arrive parfois que l'on propose ces listes tout en faisant du bruit. Dans tous les cas, le sujet doit répéter les mots qui lui sont proposés, et lorsque par exemple il y a un distracteur tel que le bruit, autrement dit cela peut perturber plus ou moins l'audition, on voit si en milieu bruyant la personne est capable de répéter ces mots. En fin d'examen, on a ce que l'on appelle un audiogramme, c'est-à-dire une photo de chaque oreille qui permet précisément de se rendre compte de la sensibilité de l'oreille. Je ne vais pas vous montrer d'audiogramme ici, pas plus que je n'en commenterai, vous en trouvez en abondance sur le net. Guberina critique ces deux méthodes. En ce qui concerne l'audiométrie verbotonale, il objecte que le son qui est envoyé dans l'oreille du sujet, ce fameux son pur, est un son tout à fait artificiel qui n'existe pas dans la nature, c'est un son d'une seule fréquence qui est fabriqué par l'appareil. Guberina fait observer qu'il est absolument inutile de proposer à un sujet malentendant un son qui, en quelque sorte, ne fait absolument pas partie de son environnement naturel. Guberina critique également l'audiométrie vocale. Certes, les listes de mots sont calibrées phonétiquement. Par contre, le grand reproche de Guberina est que, en aucun cas, on ne tient compte des variations de tonalité. La tonalité correspond à l'impression subjective de hauteur. Tonalité était un mot qui était vraiment à la mode à l'époque. Or, Guberina, de par ses expériences, peut affirmer que les variations de tonalité font systématiquement réagir l'oreille des durs d'oreille, mais également l'oreille des apprenants de français en tant que langue étrangère. Donc, Guberina considère que les deux méthodes d'audiométrie proposées présentent des carences, et ceci l'amène progressivement à construire sa propre méthode, l'audiométrie verbotonale. Pour bien comprendre cette démarche, il peut être utile d'effectuer un petit rappel de ce qu'est la perception auditive humaine. Sur ce document, vous pouvez constater que l'humain a des capacités de perception auditive assez limitées. Sur le plan théorique, l'humain peut percevoir des sons s'étendant sur une plage entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de 20 000 Hz, ce sont des infrasons que l'on ne perçoit pas par l'oreille. Par contre, les éléphants ou encore les taupes perçoivent ces infrasons. Au-delà de 20 000 Hz, nous n'entendons rien. Mais vous voyez que les chats et les chiens ont une audition s'étendant jusqu'à 40 000 Hz. Les chauves-souris ou encore les dauphins peuvent percevoir des sons jusqu'à 160 000 Hz. Encore une fois, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas forcément très gâtés par la nature. Les sons de parole sont perçus sur une plage fréquentielle beaucoup plus limitée. Généralement, quand on teste les fréquences en utilisant l'audiométrie, on teste ces fréquences entre 125 et 8000 Hz. Et on sait que les fréquences de la parole se situent majoritairement entre 500 et 3000 Hz. D'ailleurs, à l'époque de Guberina, on se basait sur la bande passante du téléphone. Et à l'époque, la bande passante du téléphone était de 300-3000 Hz. Cela n'empêchait absolument pas de percevoir tous les sons de parole. Au terme de plusieurs années d'expérimentation,
Guberina parvient à la conclusion que le cerveau fonctionne par la sélectivité. Dans le cas du langage, le cerveau est créateur et même recréateur dans son activité perceptive des stimuli externes. C'est-à-dire que dans ses capacités de perception, le cerveau élabore aussi sa perception auditive sur la base de l'expérience passée, sur la base de la mémoire. D'où la grande importance du contexte et de la situation, aussi bien pour la compréhension du langage que pour la perception auditive du langage. Guberina considère également que le cerveau décante une partie de l'information acoustique constituant la parole. Il remanie cette information, il l'interprète. Pour identifier un phonème, il doit filtrer une partie de l'ensemble des fréquences le composant. Ceci est une remarque absolument essentielle. L'acoustique d'un phonème, en effet, met en évidence des composantes fréquentielles multiples, dont une grande partie n'est absolument pas pertinente pour la reconnaissance du phonème en question. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut éliminer certaines composantes fréquentielles tout en gardant la possibilité de reconnaissance du phonème. Donc ça veut dire que notre système neurosensoriel auditif remanie, réinterprète la matière acoustique qui lui est proposée. Cette interprétation est naturellement variable en fonction des capacités intrinsèques du sujet, qu'il soit sourd ou non. Elle est également variable en fonction de son expérience sensorielle. Et ce que je dis là est particulièrement évident chez n'importe quel apprenant d'une langue étrangère. Donc, pendant des années, des dizaines et des dizaines de malentendants, des dizaines et des dizaines d'étudiants apprenant les langues étrangères, dont le français, se succèdent dans le laboratoire de Guberina. Ce dernier et son équipe les soumettent systématiquement à des batteries de tests perceptifs. Ils utilisent un certain nombre d'appareils. Au départ, Guberina utilisait un filtre d'octave qui lui avait été prêté par Radio Zagreb. Mais rapidement, il va élaborer son propre matériel. Et il va mettre au point ce qu'il appellera le SUVAG, SUVAG étant l'acronyme de Système universel verbotonal d'audition Guberina. Il existe plusieurs générations de SUVAG. Sachez d'ailleurs que les SUVAG sont toujours commercialisés aujourd'hui. Un SUVAG peut être affecté à une utilisation collective ainsi qu'à une utilisation individuelle. Il a même existé un temps un SUVAG lingua de classe. Ce SUVAG lingua de classe était utilisé par des professeurs qui avaient la formation adéquate, bien entendu, et il était employé pour des élèves connaissant de réelles difficultés d'audition des sonorités de la langue étrangère. Le commentaire de cette image va permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'un SUVAG et surtout de saisir une notion que Guberina considère comme étant une découverte essentielle de la méthode verbotonale, la notion d'optimal. Vous avez donc la situation suivante qui est proposée à l'écran. Une enseignante est reliée au SUVAG par un micro et elle prononce en permanence le son I. Elle s'adresse à un apprenant qui est lui-même relié au SUVAG par l'intermédiaire d'un casque. L'enseignante est expérimentée et tout en prononçant ce son I, elle triture les différents boutons de l'appareil, ce qui a pour effet de proposer à chaque fois des plages fréquentielles tout à fait différentes. Un SUVAG, finalement, ce n'est rien d'autre qu'un sélecteur de filtres. Et ce qui se passe, c'est que l'enseignant propose le son I, mais à chaque fois, elle propose un filtrage différent. Elle prononce I, mais si elle propose à l'élève un filtrage compris entre 150 et 300 Hz, l'élève entend OU. L'enseignante propose maintenant un filtrage compris entre 300 et 600 Hz, elle prononce I, mais l'élève entend un son intermédiaire entre OU et O. À nouveau un autre filtrage,
bidouillant les différents boutons. L'enseignante propose I, mais par exemple, entre 1200 et 2400 Hz, l'apprenant n'entend pas I, il entend IE. Qu'est-ce que cela signifie pour Guberina? Si on transmet un son par canal direct, chaque son ou chaque groupe de sons contient en lui-même tous les sons. Mais notre cerveau doit en faire la sélection en éliminant une partie des fréquences contenues dans la production de son. Cela veut dire que chaque changement des bandes de fréquences à partir de celles qui donnent l'intelligibilité optima amène la distorsion du son. Ce que vous pouvez constater à l'écran quand vous regardez les différentes bandes fréquentielles proposées, alors que la personne prononce toujours I, mais en fonction de la bande fréquentielle proposée, l'élève au casque entend quelque chose d'extrêmement différent. Donc ça veut dire que la source représentée par le speaker est toujours la même, mais effectivement, le changement de la bande de fréquence entraîne l'audition de notre son. Donc, ça veut dire que chaque son a une bande de fréquence qui est particulière. C'est une bande de fréquence relativement limitée. C'est une bande de fréquence qui est sur une gamme d'une octave. Une octave, c'est un rapport de do à do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, chaque son a une octave optimale qu'il faut détecter, car c'est cette octave qui servira à bien faire entendre le son par l'intermédiaire du sous-vague. Et donc, l'idée est la suivante. Il faut reconditionner le cerveau de façon à lui permettre de reconnaître et reproduire spontanément tous les sons de la langue étrangère, puisque là, nous sommes dans l'optique de l'apprenant d'une langue étrangère. Et ce conditionnement passe par une stimulation systématique du cerveau. Voilà comment Guberina envisageait la correction phonétique dans les années 50, et les termes conditionnement, reconditionnement étaient les mots qui étaient à la mode à l'époque, puisque je vous rappelle que à cette époque, le behaviorisme tenait le haut du pavé en psychologie. Finalement, les travaux de Guberina lui permettent de proposer les optimales, donc les octaves optimales des sons du français, mais également d'autres langues. Il faut bien avoir présent à l'esprit que des dizaines et des dizaines d'étudiants se succèdent et donc ont affaire aux appareils de Guberina. Lui et ses collaborateurs donc, font un tas d'essais, c'est extrêmement empirique, mais cela leur permet progressivement de constituer la liste des optimales du français, du yougoslave, et c'est également fait pour l'anglais, pour l'espagnol, etc. Donc cela signifie que chaque son a sa bande d'intelligibilité optimale où se manifeste également l'intensité optimale. Et donc, vous voyez sur l'exemple des optimales du français que la fréquence optimale des sons est toujours sur une zone très limitée, donc généralement, je le répète, une octave. Prof de langue, prof de FLE, je vous rassure tout de suite, vous n'avez absolument pas besoin de connaître ces fréquences. Par contre, comprendre le principe de l'optimal, c'est vraiment important. C'est important tout simplement parce que quand on fait de la correction phonétique, on essaie, une fois qu'on a diagnostiqué l'erreur commise par l'apprenant, on essaie de mettre le son dans une position optimale afin qu'il soit le mieux perçu par l'apprenant. Donc cette idée optimale est absolument importante et l'ensemble des procédures de remédiation de la verbotonale vise justement à permettre d'obtenir cette position optimale qui fait que progressivement l'oreille de l'apprenant va s'ouvrir à la singularité de tel ou tel son qu'il n'arrive pas à réaliser. Soit dit en passant, un orthophoniste, lui, a intérêt à avoir cette liste des optimales scotchée quelque part sur un coin de son appareil, s'il utilise donc un appareil de type SUVAG. Il y a des travaux intéressants qui ont été menés en phonétique comparée, et ce sont des travaux notamment qui ont été menés par Kuro et Vuletich. Vous avez la référence en fin de tutoriel.
Vous voyez par exemple que si on compare les optimales de sons dits semblables en français et en anglais, on se rend compte que ces sons présentent des différences, ce qui est tout à fait normal au fond puisqu'ils appartiennent à des systèmes linguistiques différents. C'est ainsi que le i de l'anglais n'a rien à voir avec celui du français en termes de perception, en termes d'optimal. Et si on regarde le A du français et si on le compare à celui de l'anglais, on voit qu'il y a juste une petite zone commune, mais chacun des deux A conserve en quelque sorte sa singularité. Donc cela montre bien que on doit également travailler sur les sons qui sont parfois qualifiés de semblables dans deux langues et que certains enseignants, comme de certains phonéticiens d'ailleurs, ont ou bien avaient tendance à négliger. Tout ceci, finalement, conduit Guberina à poser les principes de l'audiométrie verbotonale. Le principe de l'audiométrie verbotonale, c'est d'évaluer le champ optimal, c'est-à-dire la zone du champ auditif où l'individu structure le mieux son audition. Donc l'important, c'est de savoir comment l'oreille se comporte dans la perception du langage et surtout d'examiner la sensibilité de l'oreille aux différentes hauteurs, à l'époque de Guberina on disait plutôt aux différentes tonalités se trouvant dans la parole. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est la méthode verbotonale, ce qu'est l'audiométrie verbotonale. On utilise toujours des stimuli de parole quand on travaille en verbotonal. On ne va pas utiliser des sons purs parce que les sons purs n'existent pas dans la parole, ils n'existent pas dans l'environnement des sujets, donc c'est inutile de proposer un son tout à fait artificiel. Donc on utilise des sons de parole, on utilise aussi des logatomes, des non-mots du genre pupapu, bubabu, tutatu, etc., etc. Je vous rappelle que la parole en latin se dit verbum, d'où le terme verbo. Et les stimuli de parole sont utilisés pour évaluer la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Alors je vous rappelle que le mot fréquence, c'est un terme de phonétique acoustique. Les fréquences sont mesurables objectivement en Hertz. Et les variations de fréquence correspondent au niveau de l'oreille, donc au niveau de la phonétique perceptive. Ces variations de fréquence correspondent aux variations de hauteur ou encore de tonalité, donc verbo-tonal. Donc vous le voyez, ce n'était pas si compliqué que ça de savoir pourquoi on parle de phonétique corrective verbo-tonale, il suffisait de connaître l'origine de ces termes. J'aborde maintenant la deuxième partie du tutoriel. Nous avons vu les origines de la méthode et nous allons maintenant voir les fondements de cette méthode appliquée aux langues étrangères, en l'occurrence le FLE bien entendu pour ce qui nous intéresse principalement. J'ai choisi 5 mots-clés qui me semblent caractériser au mieux la méthode verbotonale. Je vais être plus rapide dans ma présentation de cette deuxième partie, dans la mesure où chacun de ces mots-clés fait l'objet ou fera l'objet de développement à l'intérieur du blog au son du FLE, où chacun de ces mots-clés a déjà été traité par différents auteurs s'intéressant à la verbotonale. Le premier mot-clé, certainement ce que les profs de langue connaissent le mieux, c'est la métaphore du crible phonologique. Nous avons ici deux personnes qui discutent. Une personne dont la langue maternelle est constituée par le système sonore de la langue A, mettons c'est un français, et ce français s'adresse en français à un espagnol. Donc l'espagnol a dans son cerveau le système sonore de la langue B. Donc nous avons notre français qui parle en français, il parle dans la langue A, il s'adresse donc au locuteur espagnol qui, lui, entend les sonorités de la langue française sur la base des sonorités de sa langue maternelle. Concrètement, et de façon un peu caricaturale, ça veut dire que si le français prononce dans le flux verbal, si le français prononce ze, l'espagnol risque d'entendre se, si le français prononce e, l'espagnol risque d'entendre e, le français prononce je,
il y a de forts risques pour que je soit perçu yeux par l'hispanophone, etc., etc. Vous connaissez l'origine du crible phonologique. Le crible phonologique se constitue dès la prime enfance d'un individu et il est constitué par les sonorités de la langue maternelle. Cette langue maternelle qui agit comme une sorte de filtre, de crible, à travers lequel passent tous les sons d'une langue étrangère. En d'autres termes, cela signifie que les sons d'une langue étrangère sont filtrés par le crible phonologique de la langue maternelle. Certains sons ne sont pas entendus, certains sons sont mal appréciés, certains sons sont déformés. Et donc, l'idée fondamentale de Guberina est la suivante. Lorsque un locuteur entend une langue étrangère, il est fonctionnellement sourd aux sonorités de la langue étrangère en question, puisqu'il les perçoit sur la base du système de son de sa langue maternelle. Guberina en arrive à la conclusion logique que fonctionnellement, l'élève apprenant une langue étrangère se comporte comme un dur d'oreille en langue étrangère. Je rappellerai au passage que le crible phonologique commence à se constituer très tôt. Il commence vraiment à démarrer aux alentours du 10e mois chez le nourrisson. Et il faut environ 5 ans pour que chaque individu acquiert la totalité du système sonore de sa langue maternelle. Deuxième point fort de la méthode verbotonale, le comportement structuro-global du cerveau. La MEVT s'inspire directement de la théorie de la forme, la Gestalt théorie, qui est une théorie qui est apparue au début du XXe siècle, en réaction d'ailleurs contre le behaviorisme. Le principe général de la Gestalt est que le tout est plus que la somme de ses parties. Donc les gestaltistes étudient les phénomènes psychologiques comme des totalités, c'est-à-dire qu'ils étudient la façon dont nous avons tendance à regrouper les éléments que l'on perçoit en unités significatives. Ce qui est important dans cette théorie, c'est que l'esprit humain n'est pas passif, en quelque sorte, comme c'est le cas pour le behaviorisme. Bien au contraire, l'esprit humain explore, structure et organise le monde. L'individu n'assimile pas les fonctions passivement. Il est actif et structure des situations en construisant des formes. Le principe de la phonétique corrective, c'est effectivement de permettre à un sujet, en l'occurrence à un apprenant de FLE, de bien percevoir les bonnes formes sonores, c'est-à-dire de percevoir petit à petit les singularités de tel ou tel phonème actualisé qu'il n'arrive pas au départ à entendre convenablement, puisque, rappelons-le, il est fonctionnellement sourd aux sonorités de la langue étrangère. Ne pas oublier, encore une fois, que la phonétique corrective est quelque chose qui demande du temps. Je l'ai rappelé, un individu a mis à peu près 5 ans pour assimiler, sans aucune contrainte, le système sonore de sa langue maternelle. Il ne va pas assimiler le système sonore d'une langue étrangère comme ça, comme par un coup de baguette magique. Il va procéder à coup d'essais et erreurs. De même qu'il a assimilé le système sonore de sa langue maternelle, également à coup d'essai-erreur. L'enseignant opère une guidance à partir du diagnostic qu'il a fait et proposer des procédés correctifs adaptés devrait permettre à terme d'améliorer la sensibilité de l'apprenant aux particularités du son de la langue étrangère. Un troisième point fort de la méthode verbotonale est constitué par l'importance décisive que Guberina reconnaît d'entrée de jeu à l'intonation. Je vous rappelle qu'à l'époque, les linguistes structuralistes considéraient l'intonation comme un fait linguistique marginal, voire même ne s'y intéressaient pas du tout, dans la mesure où l'intonation était censée pour eux traduire l'état psychique du sujet, et relever donc de l'étude de la psychologie, certainement pas de la linguistique. Guberina va être l'un des premiers phonéticiens à insister sur la fonction linguistique première de l'intonation, une fonction de segmentation.
L'intonation permet en effet de découper le flux verbal en unités que l'on appelle des intonèmes, et le syntacticien se régalera en constatant que l'intonème correspond grosso modo à un syntagme, de même que le sémanticien dira waouh, l'intonème correspond à un groupe de sens, c'est vraiment merveilleux. Je rappelle au passage que c'est Delattre qui, au milieu des années 60, proposera le premier les 10 intonations de base du français que l'on utilise toujours en phonétique du FLE. En ce qui concerne l'intonation, sur le plan de la perception, l'intonation, c'est ce que l'on perçoit en premier quand on écoute une langue étrangère. Imaginez que vous avez affaire à une langue étrangère que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir des montées, des descentes de la voix, vous allez avoir des pauses. Dans cette espèce de bouillabaisse sonore, vous reconnaîtrez peut-être un son, comme par exemple un A, un je, etc., etc. Par contre, dans la mesure où vous ne connaissez pas cette langue, vous allez entendre cette partie sonore, mais votre cerveau ne pourra pas effectuer les étapes de décodage successives qui vont vous permettre d'attribuer du sens à cette suite de sons. Donc vous êtes coincé. Donc travailler sur la meilleure perception de l'intonation, c'est également très important dans la mesure où cela facilite ce qu'on appelait à l'époque l'accès au sens. Enfin, sur le plan de la production, toute la langue est contenue dans l'intonation. Ben oui, les différents niveaux, tels que les niveaux, bien les différents systèmes qui composent la langue, système phonologique, morphologique, lexical, syntaxique, etc., tout ceci est globalement produit par l'intonation, c'est dire toute l'importance de ce paramètre. La verbotonale accorde, vous le savez, une importance capitale à l'intonation. Petit coup de griffe au passage, je suis mesquin, je ne peux pas l'empêcher. Je vous rappelle que la méthode articulatoire n'a que faire de l'intonation, du rythme, etc., etc. La prise en compte de l'affectivité. Guberina insiste dès les tout débuts. Le système verbotonal doit tenir compte des émotions, des sentiments de l'apprenant, des affects. Ces émotions, ces sentiments sont tout à fait naturels. Et durant la séance de correction phonétique, il faut y prêter attention. Là encore, dans la littérature verbotonale, il y a un certain nombre d'articles qui sont consacrés aux différentes facettes de l'affectivité. La corporisation de la parole également, cette corporisation de la parole, c'est-à-dire le rôle absolument essentiel du corps, est soulignée par Guberina. Cette corporisation de la parole est très très importante en orthophonie verbotonale. Elle est peut-être moins visible en verbotonale appliquée à l'enseignement des langues étrangères, dans la mesure où classiquement les élèves sont assis, les élèves ne doivent pas trop bouger, etc. etc. Donc cette mise en scène du corps, cette mise en jeu du corps aurait peut-être tendance dans le système éducatif à être contrôlé, parfois même censuré. Je me contenterai simplement ici de dire que, en perception, le corps se comporte véritablement comme une gigantesque oreille. Ça paraît étonnant, mais rappelons que nous percevons effectivement les sonorités par la voie aérienne, c'est-à-dire par l'oreille, mais nous percevons certaines fréquences, des fréquences inférieures à 1000 Hz, par la sensibilité vibro-tactile, c'est-à-dire la surface de la peau, et également par la conduction osseuse. J'ai tendance à dire par contre que dans l'enseignement, on n'utilise pas le recours donc à ces deux types de sensibilité dans la mesure où le prof doit naturellement pratiquer l'interdit du toucher. Par contre, sachez qu'en orthophonie verbotonale, la manipulation corporelle de l'enfant malentendant est une donnée essentielle, car effectivement, la sensibilité vibrotactile ou la conduction osseuse peuvent être de très puissants facteurs permettant de percevoir certains sons de parole. En ce qui concerne la production, la corporisation de la parole est également quelque chose qu'il faut considérer.
Guberina rappelle en permanence que les sonorités parolières sont les résultats de mouvements. La parole, c'est du mouvement, rien à voir avec ces espèces de schémas figés que nous propose la méthode articulatoire. Si on va plus loin, dans ces pratiques remédiatrices, en verbotonal, tout est lié. Et on voit que la prosodie joue bien un rôle central. C'est pour cela que j'ai mis les unités suprasegmentales, c'est-à-dire les unités prosodiques, au centre de cette petite figure. On va dire que sur le plan parolier, les unités segmentales, ce qu'on appelle les voyelles et les consonnes, se trouvent obligatoirement insérées à l'intérieur d'un mouvement rythmico-mélodique. Et donc, selon la place qu'elle occupe à l'intérieur de ce mouvement rythmico-mélodique, rythmico-intonatif, les voyelles et les consonnes, les segments, subissent l'influence de cette place. Le plan corporel a également un rapport direct avec la prosodie. Lorsque nous parlons, nous produisons spontanément des gestes que l'on appelle des gestes paraverbaux, c'est-à-dire des mouvements de la tête, des mouvements de la main, du bras, qui sont des mouvements tout à fait synchrones avec les montées et les descentes de la voix, donc les montées et les descentes intonatives. Étant cogné sur le plan corporel, disons un petit mot de la conduction osseuse que j'avais évoqué dans la première partie du tutoriel quand je parlais des tests audiométriques. Je vais simplement vous indiquer les vitesses de propagation de l'onde acoustique. Vous savez certainement qu'elle se propage théoriquement dans l'air à une vitesse de 340 mètres secondes. Dans l'eau, elle se déplace à une vitesse de 1500 mètres secondes. Mais dans des matériaux plus denses, elle se propage à des vitesses encore supérieures. C'est ainsi que dans l'os, OS, l'onde acoustique se déplace à une vitesse de 3500 mètres secondes. Donc ça montre peut-être également mieux l'intérêt de procéder en utilisant un vibrateur directement sur la boîte crânienne ou sur la mastoïde, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, parce qu'effectivement ça permet d'atteindre pratiquement instantanément les zones du cerveau qui sont concernées par les aires auditives. Je vous propose pour terminer un petit résumé des mots-clés que j'ai évoqués dans la deuxième partie de ce tutoriel. La méthode verbotonale repose sur un comportement structuro-global en perception comme en production. Le rôle du cerveau est souligné en permanence, ce cerveau qui réinterprète, réorganise les informations sonores, tant au niveau du crible phonologique qu'à celui de l'intonation. D'ailleurs, on pourrait dire que dans n'importe quelle langue, il existe à la fois le crible phonologique proprement dit, c'est-à-dire celui des phonèmes, mais il existe également un crible rythmique ainsi qu'un crible intonatif. Et chacun de ces cribles est différent d'une langue à l'autre. Chaque langue organise sa matière phonique, sa matière sonore, de façon tout à fait originale. Le corps également joue un rôle absolument essentiel dans la perception comme la production des sons. Le corps également donne des indications relatives à l'affectivité de l'individu, cette affectivité que l'on retrouve également transmise par les modulations vocales, c'est-à-dire par l'intonation. Vous avez donc sur ce petit document une sorte de vision générale de la méthode verbotonale d'intégration phonétique, chacun de ces mots-clés faisant l'objet de développement dans des articles, des ouvrages, etc. Nous arrivons au terme de ce tutoriel. Certaines imagettes libres de droit proviennent de deux sites, Pixabay et OpenClipArt. La liste des optimales du français est extraite de l'ouvrage édité par Claude Roberge en 2003. Vous trouverez également les optimales comparées du français et de l'anglais dans l'excellent petit ouvrage de Jean Curaud et Branko Vuletic, qui est un livre d'ailleurs qui pourra intéresser ceux d'entre vous qui enseignez l'anglais. Vous avez dans ce livre effectivement des conseils méthodologiques pour adapter la verbotonale à l'enseignement de l'anglais. Vous pouvez retrouver plein d'informations utiles sur la méthode verbotonale d'intégration phonétique dans le blog Au son du FLE. Le site Phonétique corrective en FLE vous propose également plein de vidéos montrant très concrètement
les différents procédés de correction utilisés en direct par l'enseignant dans une salle de classe. Enfin, depuis quelques mois, le mot dièse qui apparaît à l'écran permet de suivre l'actualité de la verbotonale sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.